d'après, comme ils disent, ressemble quand même furieusement au monde d'avant, hein. Parce que là, vous avez un monsieur qui, comme Emmanuel Macron sous monsieur Hollande, est l'ancien secrétaire général de l'Élysée, mais sous monsieur Sarkozy. Voilà. Monsieur Castex est passé, vous l'avez dit, par le cabinet de monsieur Xavier Bertrand. Il est d'ailleurs un peu avant, à l'origine d'ailleurs, de la tarification à l'acte, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer la notion de rentabilité dans l'hôpital. Moi, j'ai pu le croiser à l'Assemblée nationale, où nous l'avions auditionné lorsqu'il il était président de l'Agence nationale du sport. Et donc, son bilan, ce sont des coupes budgétaires, le démantèlement du ministère des Sports, la casse du sport amateur, bien sûr la fin du sport pour tous, et le développement du mécénat privé dans le sport. Voilà, donc pour nous, ce que nous voyons ici, c'est qu'on remplace un homme de droite par un autre homme de droite, mais on remplace un juppéiste par un sarkozyste. Donc le virage social et écologique tant attendu et surtout tant promis par Emmanuel Macron n'a absolument pas lieu. Merci d'abord pour vos gentils mots. Je voudrais dire à tous les parlementaires que je mesure l'ampleur de la tâche et que je l'embrasse avec beaucoup d'humilité, cette tâche à venir. Je voudrais également vous dire ma fierté d'être ici, devant la représentation nationale. Mes priorités sont celles, la réponse est un peu dans la question, pardonnez-moi, sont celles que j'ai évoquées hier. Nous voulons une justice de proximité. Ça a un sens. Il y a d'ores et déjà un certain nombre de pistes, je les ai évoquées. L'enquête préliminaire, sa durée, la présomption d'innocence, les violations du secret de l'enquête. Ma méthode, monsieur le député, puisque vous me posez la question, elle est très simple. Nous avons connu, vous et moi, et parfois ensemble d'ailleurs, les mêmes enceintes. Nous sommes des amoureux du contradictoire. Moi, j'ai besoin de vous dans mes nouvelles fonctions. J'ai besoin de vous, à la fois pour me guider et aussi pour la contradiction que vous m'apporterez. Rien n'est plus important que le contradictoire, qu'il s'agisse d'une décision de justice ou d'une décision politique. Voilà quelle sera ma méthode auprès des magistrats, de l'ensemble des personnels de mon administration, de tous ceux qui voudront me rencontrer. Ma porte est ouverte. Vous n'aurez pas à la forcer. Que ce soit les parlementaires de la majorité comme ceux de l'opposition. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'affaire d'Outreau, les politiques de toute sensibilité sont parvenus à trouver un ensemble de décisions. Dans ma mémoire, 82 propositions. C'est donc qu'il est possible de faire cela, et c'est ce que je ferai. Monsieur Mélenchon, votre impression sur cette première séance de questions au gouvernement? J'ai trouvé ça pitoyable. D'abord, c'est une situation qui est très déplaisante. Un gouvernement succède à un autre. Bon, ça on le comprend. Et puis, un Premier ministre est là, assis au banc, comme gestionnaire des affaires courantes. Il n'a pas fait de discours de politique générale, il n'a rien présenté, rien expliqué, il répond aux questions qui sont posées, comme s'il était une sorte de métayer, de circonstance. Et puis après, bon, c'est assez pénible à supporter, quoi, parce que les mots poussent entre les arbres, et les arbres entre les mots, hein. Donc il est là, il parle à deux à l'heure, pour dire des banalités. Bon, soit on le prend mal et on dit mais il se moque de nous, soit on se dit bah c'est le maximum dont il est capable. Donc c'est pas un beau moment de démocratie parlementaire, ça c'est sûr. Sur le fond, par exemple, il annonce le retour de la réforme des retraites. J'imagine que vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle. Non, on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'il va faire au juste avec la réforme des retraites? On ne l'a toujours pas compris depuis ce matin. S'il y renonce, il n'a qu'à le dire. Mais il nous semble avoir compris qu'il séparait la question de l'équilibre financier du régime actuel
du projet de retraite. Bon, on va voir comment tout ça se goupille. Et puis en même temps, il nous dit, je veux en parler avec les syndicats. Mais tous les syndicats lui disent, ça suffit. Voilà. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, est allé hier soir sur le terrain dans un commissariat de la Courneuve, soutenir les forces de l'ordre. C'est un symbole. Est-ce qu'il a raison de mettre l'accent sur la sécurité ? Écoutez, si on pense qu'aujourd'hui la priorité c'est cela, oui, après tout c'est un sarkozyste pur et dur, donc on voit bien d'où vient cette priorisation. Après, je pense que il y a certainement en matière de santé, en matière économique, en matière de tenir compte en fait de la situation particulière dans laquelle sont aujourd'hui les Français et les Françaises, d'autres choix à faire. Mais bon, pourquoi pas. Ah bah il est allé quand même, il est allé immédiatement aussi voir une entreprise dans l'Essonne, juste après sa nomination. Économiquement aussi, voilà, on voit que c'est une priorité, quoi. Mais là, vous voyez un signe justement du fait que ce soit un sarkozyste sur la sécurité qu'il aille au commissariat. Oui, enfin, je pense que dans le contexte actuel, c'est d'une certaine manière dans la continuité de ce que fait le gouvernement depuis longtemps, et puis avec accompagné de Monsieur Lallemand. Un préfet désormais fameux pour ses consignes absolument problématiques. Donc oui, donc je crois que c'est le signal qu'il voulait envoyer. Et tout le monde l'a compris comme ça. Voilà, la sécurité, le sarkozysme, toujours cette manière de monter les choses en sauce et de pas donner les moyens, parce que la période Sarkozy, c'est aussi mettre du bleu partout et pas donner les moyens à la police républicaine de faire son travail. Ou l'enlever du bleu. Voilà, la police de proximité. Voilà, et remettre en cause, il faudrait y réfléchir, Daniel Obono, remettre de la police de proximité, mais par oui, exemple. Mais je pense que c'est ce que disent tous les agents et les agents de terrain que en tant que député, moi je peux rencontrer dans les commissariats. Le problème, c'est le turnover incessant, le fait que il y a on leur donne des tâches qui ne sont pas les leurs, et que en fait il y a pas assez de présence sur le terrain, il y a pas assez de moyens pour faire un vrai travail d'investigation, parce que le travail de la police, c'est d'abord et avant tout de l'investigation, et les politiques instrumentalisent là en faisant voilà de la communication. On veut mettre du bleu pour essayer de rassurer, alors qu'en fait il s'agit d'assurer la protection de la population, et pour ça il faut du temps, il faut former, il faut réouvrir des écoles. Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait pas voilà faire un passage médiatique dans un commissariat pour dire oui, mais c'est un symbole, puis, quoi. Donc, voilà, oui, mais bon, je pense que les symboles, y compris les policiers et policières républicaines, en ont peut-être assez d'être utilisés comme les symboles d'une politique du tout sécuritaire, et qui vident complètement de sens leur travail. Vous attendez des signes forts justement de ce nouveau gouvernement? Non, mais j'ai rien à attendre. C'est un gouvernement de droite au service de Monsieur Macron, qui, y compris en choisissant un ancien sarkozyste, l'homme qui a participé à la casse de l'hôpital public, parce que rappelons-le, ce monsieur a été à la manœuvre pour imposer la T2A, la tarification à l'activité, qui est à l'origine en fait des près de 17 000 lits, Xavier Bertrand. Voilà, les 17 000 lits en moins dans les hôpitaux, ce que contestent et ce que pointent les soignants en grève depuis plus d'un an, pour dire que c'est ça qui a participé à mettre à genoux l'hôpital public. Donc je n'ai pas grand-chose à attendre, si ce n'est qu'il fasse l'intendance de Monsieur Macron, qui pendant ce temps là. Est-ce que vous pensez qu'il sera justement un exécutant avant tout de la politique d'Emmanuel Macron? D'une certaine manière, c'est un peu le rôle du Premier ministre dans la Ve République, qui est là pour ça, qui est inféodé au président. Donc oui, il va mettre en œuvre, mettre en musique ce qu'il faut, et puis essayer d'assurer une forme de continuité au milieu de la préparation de la campagne, la pré-campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Vous pensez que c'est déjà la pré-campagne qui est lancée? Oui. Alors on en est au je sais pas combienième tournant, et qui donne un peu le tournis, parce que tous les 6 mois à peu près, il faut qu'il se réinvente, ce qui dit quand même un peu beaucoup de l'usure, et le monde d'après en fait qui ressemble étrangement au monde d'avant, mais c'est de ça qu'il s'agit. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris, d'être venu. On a débordé un petit peu, d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Vous avez compris qu'on enjambait le scrutin. Non, dans ce scrutin et ces élections municipales, nous avons fait le choix de stratégies dites de construction citoyenne, de fédération populaire, qui ne visent pas à planter le drapeau de la France Insoumise dans les villes où nous participions, mais nous étions présents dans plusieurs centaines de communes. Nous avons
plus de 350 élus dès le premier tour, 35 maires insoumis, il y en aura d'autres ce soir. Mais nous avons fait le choix plutôt de formes nouvelles d'action politique. Vous savez, la première leçon qu'il faut tirer du scrutin de ce soir, je pense qu'aucun de vos invités ne serait bien inspiré s'il faisait une analyse politique à l'ancienne de ce qui vient de se produire. Nous sommes en train, tous autour de cette table, de commenter un scrutin qui a vu se déplacer seulement 40% des Français. Et je crois que c'est ça le principal phénomène qu'il faut commenter ce soir, plus que la victoire de tel ou tel autre dans certaines villes. Mais c'est une défaite. Choix, donc de ne pas vous engager c'est une défaite, une débâcle pour un modèle particulier qui est celui de la Ve République. Et vous savez qu'à la France insoumise, nous pensons toujours que l'abstention porte aussi une signification politique. C'est pas quelque chose de passif, l'abstention. Ça l'est de moins en moins. C'est une forme de dégagisme qui maintenant n'est plus tournée seulement vers des personnalités politiques, mais qui se tourne carrément sur les règles du jeu auxquelles le peuple ne consent plus. Et donc il faut pouvoir la redéfinir. Sinon, vous voyez comme ce soir, l'élection municipale rejoindre le rang des autres scrutins, où finalement, de scrutin en scrutin, c'est la grève des urnes qui domine, et plus personne ne consent à cette règle du jeu. Il n'y a guère plus que l'élection présidentielle qui paraît être à enjeu dans ce pays. Vous avez voulu soutenir des listes citoyennes, avec quel résultat ? Écoutez, on en attend encore ce soir, mais par exemple, avez-vous les résultats de Lyon? Moi, j'ai pas encore les définitifs, de Grenoble, bon voilà, on attend des résultats, des listes dans lesquelles nous sommes partie prenante. Et puis c'est très bien comme ça. Vous allez voir que ce soir, il y aura des résultats dans lesquels vous parlez de la vague verte. Et moi, je ne veux pas donner l'impression de la relativiser, mais ça a été dit par Brice Teinturier à l'instant. La vague verte, elle est aussi souvent une vague de coalition avec d'autres formations politiques, dont la France insoumise. On appelle le syndrome pastèque, effectivement, vert et un peu rose à l'intérieur, et parfois même un peu rouge. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, ce que je vois surtout ce soir, c'est que c'est dramatique, la situation, et l'abstention, c'est terrible, et qu'on a la conjonction entre un phénomène qui est une toile de fond depuis un certain nombre d'années, qui, de mon point de vue, nécessite de faire en sorte que l'on passe à une 6e République, et c'est pas cosmétique que de le dire. Et puis surtout, on a aussi le pouvoir en place, c'est le gouvernement qui tient une lourde responsabilité. On a un second tour qui, finalement, s'est tenu dans la droite ligne du premier, c'est-à-dire un premier tour maintenu envers et contre tout au cœur d'une crise sanitaire. Et on voit bien que ce second tour a été frappé du sceau de l'abstention. C'est l'élection municipale. Il n'aurait pas fallu qu'il se tienne ce second tour. Moi, clairement, je pense qu'il aurait été plus sage de le reporter. Est-ce que vous pensez que beaucoup de Français avaient la tête à voter aujourd'hui? Un peu plus tard. On aurait déterminé quand. En attendant, il s'est produit ce scrutin et vous voyez le résultat. C'est qu'on est en train de commenter une élection à laquelle seulement 40% des Français ont participé. La France insoumise, on l'a compris, elle a une fonction triministérielle. Elle sera encore au cœur du peuple, probablement dans les guerres sociales à venir et dans les conflits économiques qui vont apparaître. Comment transformer finalement cette captation de cette colère dans les urnes? Est-ce que la démocratie se fait uniquement dans la rue ou est-ce qu'un jour la France insoumise arrivera à transformer cette colère dans les urnes? Il ne vous a pas échappé, Laurent Dallouz, que la France insoumise, elle prône une révolution citoyenne, c'est-à-dire avec des bulletins de vote et par les urnes. En attendant, j'observe une chose, c'est qu'à l'issue encore, elle n'est pas terminée cette crise sanitaire, mais vous avez beaucoup de politiques qui tentent l'amnistie, c'est-à-dire de considérer que tout ce qu'ils ont fait précédemment n'a eu aucun impact sur la crise que nous vivons. Nous, ce que nous disons, c'est que nous ne faisons pas simplement face à une crise sanitaire, c'est la crise d'un modèle particulier, celui qui a préféré le laisser-faire et le libre marché à l'État et l'organisation, la planification, ceux qui ont préféré la délocalisation permanente et le grand déménagement du monde à la relocalisation de certaines productions essentielles, ceux qui ont préféré la concurrence libre et non faussée à des cadres de coopération. Je crois qu'il faut pouvoir tirer les enseignements de ce qui nous arrive. J'ai l'impression, moi, des fois, de réentendre le discours de Nicolas Sarkozy à l'issue de la crise financière de 2008. Vous vous rappelez, on allait tout changer, rien ne serait plus comme avant. Quelles leçons tirons-nous profondément de ce qui se passe en ce moment? Pour La République En Marche, ce sont des résultats qui sont nuancés. Il y a eu un front anti-La République En Marche. Évidemment, ce soir, nous éprouvons une déception. Notre propre division interne nous a conduit à des scores extrêmement décevants. Et l'abstention est gigantesque. On a un mouvement politique qui est très jeune, qui a moins de 5 ans. Je crois plutôt qu'il y a eu un front anti-La République En Marche. Aujourd'hui, il faut savoir balayer devant notre porte. On va en tirer les conclusions. Se prendre une claque de temps en temps, ça ne fait pas de mal, je pense. D'un côté, on voit des belles victoires, par exemple le Premier ministre Édouard Philippe au Havre. De l'autre, on voit bien évidemment il a l'étiquette En Marche.
De l'autre, on voit bien évidemment des échecs. C'est parfois un vote contre l'espérance de pouvoir avoir sa totale maîtrise du destin. Et donc dans ce cas-là, on se dit que c'est de la faute de l'autre. Et se disant que c'est de la faute de l'autre, Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on a l'impression d'être empêché et que dans ce cas-là, on tombe dans le discours du Front National qui vous explique que si vous n'y arrivez pas, c'est à cause de l'autre. La République En Marche est un parti qui existe depuis 4 ans maintenant. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que les maires qui sont élus sont bien souvent des maires sortants. Il y a donc une prime très forte aux sortants. Ouais, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Vous m'avez en face? Parfait. Donc on va travailler. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, c'est un Parlement une nouvelle fois abaissé qui se réunit aujourd'hui. Mise à la disposition du gouvernement, à sa convenance, dans une séance de questions exceptionnelle, et alors que votre discours de politique générale n'aura lieu que la semaine prochaine. Par conséquent, nous ne savons pas qui dans cette Assemblée vous accorde sa confiance ou ne vous l'accorde pas. Mais il est vrai que la Cour n'a pas besoin de vous entendre pour vous applaudir dès lors que le monarque vous a choisi. Nous savons que parmi vos intentions figure celle de remettre à l'ordre du jour la réforme des retraites que 70% des Français rejetaient et contre laquelle nous avons mené une rude bataille parlementaire soldée par un lamentable 49-3. Soyez assuré, monsieur le Premier ministre, que vos intentions ne sauraient passer inaperçues et que nous sommes disposés, s'il le fallait, à vous mener une bataille plus rude encore que celle que ce Parlement a connue il y a quelques mois. En effet, nous avons eu l'occasion de démontrer 1000 fois ici que derrière les bonnes intentions affichées se cache un projet qui ne vise qu'à contraindre les Français à travailler toujours plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension et qu'en cela, il est contraire aux engagements présidentiels. Il prépare une rupture certaine avec le modèle solidaire par répartition au bénéfice des assureurs et des banques. À l'heure où notre pays subit le choc d'une récession brutale, certains doivent se faire tout petits sur ces bancs, qui nous expliquaient qu'avec la même proportion de richesse nationale consacrée aux retraites, on pourrait servir toujours plus de retraités. Par ailleurs, monsieur le Premier ministre, alors que plus de 700 000 jeunes entreront sur le marché du travail à la rentrée, dans ce contexte de chômage accru, l'avenir n'est pas à travailler davantage, mais bien à travailler moins pour travailler mieux et travailler tous pour obtenir le plein emploi. À mesure que la productivité a augmenté, ce combat est le fil rouge du mouvement ouvrier dans l'histoire et nous n'y renoncerons jamais. Monsieur le Premier ministre, alors que les syndicats vous disent non et que l'opposition parlementaire vous dit non, pourquoi vous entêter dans cette déclaration de guerre sociale au pays? Merci, cher... Anthony Smith, vous ne connaissez peut-être pas son histoire et pourtant elle devrait vous intéresser. Anthony Smith est un inspecteur du travail qui a aidé une association d'aide à domicile à Reims qui, justement, pendant le confinement, essayait d'aider les personnes qui faisaient leur travail. Sauf qu'il le faisait sans protection. L'inspecteur du travail a donc, à plusieurs reprises, demandé à la direction de fournir les équipements indispensables de protection. Vous savez, des masques, des blouses, bref, que de l'essentiel. La direction, alors qu'elle a été sommée à plusieurs fois de fournir ce matériel, a toujours refusé et n'a jamais donné réponse. Des élus déclenchent donc un droit d'alerte et 4 salariés appliquent leur droit de retrait. Mais rien n'y fait, la direction ne répond pas positivement. Anthony Smith, alors, envoie une lettre de sommation en disant qu'il va alerter le tribunal des méfaits de la direction. À ce moment-là, tout s'enclenche. Quelques heures à peine après, vous avez la direction, la hiérarchie d'Anthony Smith qui le convoque et qui l'interdit de revenir dans les locaux de l'association. En même temps, on vous rappelle que Muriel Pénicaud à l'Assemblée défendait soi-disant la protection des salariés. On voit que c'est une totale hypocrisie puisque dans les faits, elle organise plutôt une attaque sévère contre la protection des salariés. Car qu'est-ce qui se passe pour Anthony Smith? Eh bien, vous avez sa hiérarchie qui, en fait, était en contact direct avec le directeur de l'association, et donc sans qu'Anthony Smith le sache. Il était court-circuité et tout était fait pour le mettre de côté. On va juste rappeler une chose, une évidence. La protection des salariés n'est pas une suggestion qui est donnée à l'employeur. C'est une condition indispensable et fondamentale. C'est une obligation. Et Anthony Smith n'a fait que ça, que rappeler cette obligation à l'employeur qui ne s'y est jamais soumis. L'inspecteur du travail est celui qui est garant justement
de l'application de la protection. C'est lui qui fait en sorte que vous puissiez travailler dans des bonnes conditions. L'indépendance de l'inspecteur du travail est signifiée dans l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Elle a été également rappelée par la Commission consultative des droits de l'homme et également par le Conseil européen des syndicats. Bref, c'est une indépendance qui doit être absolument sacrée et à laquelle Muriel Pénicaud s'attaque. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le combat d'un homme, ce n'est pas le combat d'un homme dont on vous parle. C'est le combat de la santé pour la santé des travailleurs, qui est la première proie à chaque fois des intérêts économiques de quelques-uns qui veulent à chaque fois s'y attaquer. C'est ça le combat d'Anthony Smith. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour venir le soutenir ce mercredi 1er juillet à 14h devant l'inspection du travail à Strasbourg. Son combat, c'est notre combat. Dimanche dernier, les 150 Français de la Conférence citoyenne pour le climat rendaient leurs conclusions. À 98%, ces citoyens tirés au sort votaient pour un moratoire sur la 5G, une technologie qu'ils considèrent, je les cite, sans réelle utilité. Dans son discours hier, le président de la République n'en a pas dit un mot. Silence radio. Pouvez-vous nous assurer que les enchères pour les fréquences 5G prévues pour septembre sont bien gelées, voire annulées, oui ou non? Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Corée, comme la Nouvelle-Zélande, oui, nous allons lancer les enchères de la 5G. Oui, nous avons pris nos responsabilités sanitaires, environnementales. Nous nous sommes appuyés sur les agences l'ANSES, l'ARCEP, l'ANFR et nous lançons pour être tout à fait sûrs que nous sommes tout aussi responsables que les autres États qui sont en train de lancer cette technologie qui est essentielle à la compétitivité de notre pays, une mission qui est confiée à l'IGF, à l'IGAS, au CGED et au CGE pour nous assurer que nous sommes bien aux meilleurs standards des pratiques de suivi environnemental et sanitaire. Cette réponse est très simple. Nous le faisons pour le pays, nous le faisons pour notre industrie, nous le faisons pour les Français. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Là, vous mesurez l'enfumage. Il y a une semaine, 98% des citoyens réunis viennent nous dire que c'est une technologie inutile, sans réelle utilité. Le président de la République dit « je reprendrai tout ». Il y a 3 jokers. Et là, on vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moratoire sur la 5G, que les enchères sont lancées. Ça veut dire que tout ce qui a été fait là par les citoyens, c'est du bidon. C'est du bidon. Oui, là vous vous asseyez dessus. Le président de la République, il n'a pas dit ça hier. Le président, il n'a pas dit un mot là-dessus. Je devinais qu'il y avait anguille sous roche. Vous l'avez levé avec honnêteté, Madame Pannier-Runacher. Mais franchement, là, à quoi ça servait de faire une conférence citoyenne sur le climat où 98% des citoyens viennent dire on est contre la 5G, on veut un moratoire là-dessus, et vous lancez les enchères comme si de rien n'était? C'est une honte démocratique. Et je pense cette question, évidemment, c'est l'évidence. Mais c'est l'évidence que c'est une honte démocratique. C'est la parole du président de la République qui a été engagé sur cette histoire. C'est lui-même qui l'a dit, je reprendrai tout. Et là, vous vous asseyez dessus. Vous êtes le gouvernement pourtant. Vous êtes le gouvernement du président Macron. Et venez vous asseoir sur le choix du président lui-même. La ministre, elle m'a tellement scotché, tu vois, parce que je pensais qu'elle m'enfumerait en mode, bien sûr, nous allons réfléchir à ceci, cela. Mais là, c'était franco. Oui, les enchères, elles auront lieu en septembre. Alors que Macron, il avait dit, je reprendrai tout. 98% des citoyens, la conférence citoyenne pour le climat, qui disent on n'en veut pas de la 5G, c'est sans réelle utilité. Et elle, derrière, bam, c'est bon, on fera comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Corée, comme on ira, c'est la compétitivité, machin. J'étais tellement scotché que je me suis énervé, à la place de sortir des arguments, tu vois. Mais moi, je pense que ça doit devenir une bataille à l'automne, sans doute, là, tu vois, c'est l'été. Mais ça doit devenir une bataille, la 5G. Parce que évidemment, il y a des raisons écologiques. D'après donc les citoyens, là, c'est plus de 30% d'énergie consommée en passant de la 4G à la 5G. C'est 8 fois plus d'antennes qu'il va falloir. Il paraît qu'il faudrait une antenne tous les 100 mètres en ville, tu vois un peu. Bon, ça c'est pour les raisons environnementales. Les raisons sanitaires, il y a des rapports, on ne sait pas en fait. Il n'y a pas de rapport sérieux d'évaluation sur les effets de la 5G. On a le comité scientifique de la Commission européenne qui a rendu une étude en décembre 2018 qui dit « La technologie 5G ouvre la possibilité de conséquences biologiques imprévues ». Tu vois ?
la technologie 5G ouvre la possibilité des conséquences biologiques imprévues et dit les problèmes de santé et de sécurité restent inconnus. Ça fait envie, quoi. Après, je peux te citer un tas de spécialistes mondiaux des ondes électromagnétiques, mais on va garder ça comme argumentaire pour plus tard. Et moi, je me place au-delà même de ces chiffres, tu vois. Je pose la question, une question existentielle, une question presque métaphysique, c'est quelle société on veut? Qu'est-ce que c'est le progrès demain? Est-ce que le progrès demain, c'est le téléphone connecté avec la 5G? Est-ce que c'est là-dedans qu'on doit investir, qu'on doit dépenser des dizaines de milliards, mettre de l'énergie d'ingénieurs, de savoir-faire, de matériaux? Est-ce que c'est là-dedans? Ou bien, je le redis, mais est-ce que c'est dans les liens plutôt que dans les biens? Et voilà, je pense qu'au fond, il y a une question qui est vachement politique, c'est que pour moi, on vit un moment de bascule. Il y a un moment d'usure, l'usure du toujours plus vite, toujours plus loin, c'est usé. Je traduis ça par le mythe de Prométhée, tu sais, celui qui a apporté le feu et donc le savoir, la connaissance aux hommes. Pour moi, Prométhée est fatigué, Prométhée est usé, Prométhée ne fait plus rêver. La technologie ne fait plus envie. Donc il faut basculer le progrès vers autre chose. Voilà pour moi de quoi la 5G est le nom. Voilà le sens de la bataille qu'on doit mener. Voilà, donc oui, je pense que là-dessus, et là on a vu, tu vois, il y avait plus qu'anguille sous roche, je le sentais, boum, là, c'était... Donc voilà, il faut continuer là. C'est le début, c'est le début. Étape numéro 1, boum, dans la bataille de la 5G, c'était aujourd'hui dans l'hémicycle. Là maintenant, on va rencontrer des citoyens de la conférence citoyenne là, sur le climat pour voir un peu ce qu'ils pensent du fait qu'on s'assoit sur une de leurs propositions comme ça, quoi, le pouvoir. Bonjour à toutes et à tous. Alors cette petite vidéo qu'on tourne de l'Assemblée nationale, on vient de revenir de l'Élysée où nous étions invités donc tous les chefs des groupes parlementaires à une réunion avec Emmanuel Macron donc à l'Élysée. Alors moi je remplaçais Jean-Luc Mélenchon pour représenter notre groupe parce que Jean-Luc Mélenchon est à ce moment à Gerza pour faire une manifestation auprès des anciens salariés de Luxfer. Luxfer, vous savez, c'est cette entreprise qui est la seule en Europe à faire des bouteilles d'oxygène médical et nous avions demandé lors de cette crise sanitaire qu'elles soient nationalisées puisque le groupe a fermé ce groupe en perdant des compétences inestimables, en détruisant des vies alors qu'on a vitalement besoin de cette production en France. Donc il était à leur côté et donc moi je suis allée à ce déjeuner avec le président de la République. Alors il n'y avait pas d'ordre du jour à cette réunion, ce qui est déjà assez étrange en soi. Et le président de la République nous explique qu'il nous réunit pour avoir des idées sur le monde d'après. Et alors, ce qui était très clair, c'était que de nouveau, on était dans une espèce d'opération de communication qui est l'apanache de ce président de la République pour dire qu'il écoute tout le monde, dans une espèce d'union nationale dont nous serions tous et toutes comptables. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire du Covid-19, il disait nous aurons tous à rendre des comptes. Ah non, c'est vous, sur les masques, sur les tests, sur les réquisitions, sur les nationalisations. C'est pas vous, c'est pas nous, c'est vous qui ayez fait ça. Donc là, il y a de nouveau cette tentative de nous remettre dans une espèce d'union nationale. Emmanuel Macron. Donc la première des choses que j'ai dites au nom de notre groupe La France Insoumise, c'est que nous étions assez sceptiques sur la démarche parce que, bon, déjà, ça fait 3 ans que dans cet hémicycle, nous faisons proposition sur proposition et qu'elles sont toujours et tout le temps refusées. Et puis, la deuxième des choses, c'est que nous avons un programme, il s'appelait l'Avenir en commun, il a été réactualisé récemment, et qu'un programme, c'est une cohérence. C'est pas des idées qu'on désarticulerait entre elles, dont on pourrait prendre un petit bout et puis rien des autres, et que, justement, il y avait besoin d'une cohérence d'idées pour offrir un projet politique au pays, et donc son supermarché d'idées me semblait quand même être une très mauvaise idée et puis une opération de communication bien ficelée. Donc j'ai commencé par lui dire ça. Et puis après, je lui ai dit que bon, comme on était quand même des gens de bonne volonté, on pouvait quand même lui faire une proposition et qu'une des propositions, c'était l'inquiétude qu'on avait sur la crise sociale extrêmement forte, avec notamment un chômage de masse, déjà qu'on avait un chômage très fort, mais qui s'aggrave encore suite à la crise du coronavirus, et notamment de ces 700 000 jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché du travail en septembre et à qui il faut impérativement offrir des perspectives. Donc je lui disais qu'il pourrait, par exemple, se saisir d'une proposition qui consisterait à créer des emplois dans
le grand âge et l'autonomie, dans l'écologie, le 100% énergie renouvelable, dans des grands chantiers comme la rénovation énergétique, dans tout ce qui est mission de service public, bref, dans tous ces métiers du lien et de l'écologie dont nous avons impérativement besoin pour répondre aux besoins fondamentaux de la population et qui offriraient à des centaines de milliers de jeunes une perspective sur 3, 4, 5 années et donc un avenir bien plus heureux que ce qu'est en train de proposer Emmanuel Macron. Alors il a dit que c'était une idée intéressante. Bon, et puis on ne sait pas ce qui en sera suivi en acte, ça c'est le problème de ce genre d'exercice. Et puis la dernière des choses que je lui ai dites au nom de notre groupe, c'est qu'il y avait un besoin impératif de revenir à une planification, à un retour de l'État pour organiser notre vie commune et pas laisser les grands groupes décider tout seuls et d'ailleurs licencier avec de l'argent public. Et que notamment une des choses qui nous inquiétait, c'était la division dans le pays qui se faisait jour. À l'aune de déclarations comme celui du préfet l'Allemand qui parlait de 2 camps entre la police et la population, ce qui abîme fortement le lien de confiance qu'il devrait y avoir avec le service public que devrait être la police, que s'il ne voulait pas diviser le pays aussi, il fallait qu'il renonce à la réforme des retraites et qu'il renonce à la réforme de l'assurance chômage. Alors sur tout ça, il est passé très vite en disant que peut-être il assouplirait un peu. Bref, cette rencontre n'a donné absolument rien de concret, si ce n'est pour Emmanuel Macron le fait de dire qu'il rassemble tout le monde et que. Mais nous, il n'est pas question de ça. Nous, l'Union nationale, ce sera sans nous parce que c'est pas comme ça que se fait le jeu démocratique et que si on ne veut plus jamais ça, plus jamais ce qui s'est passé avec l'affaiblissement de la France pour faire face au coronavirus, alors il faut rompre avec le macronisme avant tout. Donc c'est ce que je lui ai dit. Et puis quand même, le petit plaisir, je vous le partage. Je lui ai donné à la fin notre rapport de commission d'enquête, donc dont vous voyez le titre qui s'appelle donc Mensonges et fiasco, enquête sur la gestion du Covid-19. Il a vu le titre. Bon, donc voilà, ça c'était le petit plaisir avec beaucoup de témoignages de soignants, de chercheurs, de travailleurs dans des grandes surfaces, chez Amazon, bref, de toutes celles et tous ceux qui ont été en première ligne de cette crise. J'espère qu'il le lira et qu'enfin il fera les ruptures faire le rapport de force et là on n'a pas l'air d'avoir pris la mesure des enjeux, des ruptures qu'il y a à faire pour la bifurcation écologique et solidaire. Merci à vous. J'ai 37 ans. Et je suis ici avec mon mari et nos 3 enfants. On est 32 familles en tout. Et on est là depuis le 1er janvier 2020. Il y a des familles avec enfants, il y a des célibataires, il y a des mamans célibataires aussi. En fait, il y a tout, il y a de tout. On était tous soit hébergés à gauche et à droite ou dehors. On travaille pour la plupart. Voilà, on a tout pour avoir un logement, mais on n'en a pas. Moi, personnellement, mon mari il travaille, il a des heures sup, il bosse tout le temps. Voilà, on cotise, on fait tout, quoi. Mais voilà, quand il s'agit de logement, non, c'est pas possible. Nous, ce qu'on veut, c'est l'arrêt des expulsions, c'est qu'on soit tous relogés ici à Paris. Et voilà, je vous raconte pas quoi, on est tous déterminés, les mamans sont déterminées. Voilà, il est hors de question qu'on se retrouve dehors encore une fois. Solidarité avec les expulsés. Bon, ici c'est chez moi. Cet immeuble-là, c'était depuis... ça fait 3 ans, il n'y avait personne dedans. J'ai fait mon demande de HLM, il n'y a rien. Il te dit 6 mois. Quand 6 mois arrivent, tu n'as pas de logement, tu es obligé de faire recours. Ça, c'est ma fille. Elle a 2 ans, Sally. L'année prochaine, ma fille doit aller à l'école, 2021. Mais comment j'ai fait avec ma fille si je n'ai pas adresse fils? Parce que quand tu n'as pas adresse fils, personne n'est là pour accueillir ton enfant. Mais grâce à 18 roues de croissant, ma fille est accueillie à la crèche. La justice, il dit on sort. Mais nous, on ne sort pas. On est chez nous. On reste. On ne bouge pas. Si il ne veut pas nous loger, il n'y a pas de souci. On reste ici. Il nous laisse tranquille. Les enfants, ils doivent aller à l'école. La mienne doit aller. L'année prochaine, comment j'ai fait avec? La rue, c'est la mort. La rue, c'est la mort pour nous. Je suis mère seule. J'ai subi des viols en France ici. Donc, du coup, si l'État, il ne veut pas que ça se reproduise avec les filles, il n'est qu'à loger les filles. C'est un rassemblement
à l'occasion du jugement qui devait être rendu aujourd'hui. C'est un jugement d'expulsion à l'encontre des 33 familles qui habitent là, ce qui représente plus de 70 personnes, 25 enfants à peu près, un peu plus même, et donc des familles sans logis qui ont occupé le 1er janvier cet immeuble vide, un ancien commissariat central du 2e arrondissement de Paris. Et cet immeuble doit être transformé en hôtel de tourisme de luxe au profit d'une chaîne internationale qui s'appelle Citizen M. D'abord, c'est la préfecture de police qui a lancé une procédure d'expulsion en urgence dès la mi-janvier, prétendant que les locaux étaient encore affectés à la mission, une mission de service public, c'est-à-dire à la police. Ce qui n'était évidemment pas le cas. On est un peu inquiet puisque on sent que derrière ce propriétaire, ce groupe immobilier et cette chaîne hôtelière internationale, il y a aussi la préfecture de police qui a souhaité nous foutre à la rue, et donc on pense que dès que le jugement sera rendu, il n'est pas impossible que la police arrive. Tout ce que nous voulons ici, avant tout le relogement des occupants, et si possible, dans la mesure du possible évidemment, que cet immeuble ne soit pas un hôtel de luxe, mais soit vraiment du logement social. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, application. Que tu continues à avoir plein d'infos, des gens qui sont là, et tu leur amènes 2 dossiers magnifiques, c'est très technique, et tu leur dis, donc tu vas voir des pontes à la Direction nationale des enquêtes financières, et tu leur ramènes les 2 dossiers. À ce moment-là, raconte. Alors en fait, dans le livre, je parle de 2, mais il y en avait plus que 2. Ce sont des personnes françaises qui passent par les paradis fiscaux. C'était très particulier parce que je me suis rendu compte, tout d'abord, qu'il n'y avait pas de procès-verbal quand j'ai rencontré les hauts fonctionnaires. Donc oui, tu vas les voir, les mecs te reçoivent comme ça. Oui, ils me reçoivent, tout ça, donc c'est sécurisé, tu rentres, voilà, il y a les SAS, tu rentres, tu donnes les affaires. Donc j'ai expliqué les affaires en détail, ce que j'avais. J'aurais redonné les informations, les documents en papier. À un moment donné, je leur ai dit, mais il n'y a pas de procès-verbal, on ne laisse pas de preuves ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit non, c'est juste en anglais, un gentleman agreement. Et je dis, comment ça, un accord donc entre 2 personnes, oral? Je dis, mais je comprends pas, on est en France, vous êtes une structure étatique, il faut laisser une preuve, un procès verbal. Donc il n'y a pas eu de procès verbal, et c'était... Oui, mais ce qui est le plus hallucinant, c'est que tu leur donnes clé en main. Il y avait combien d'argent de parti là? On est dans des dizaines de millions Des centaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros qui échappent au fisc français. On est d'accord. Tu vas voir les mecs qui font les enquêtes du fisc. Tu leur dis le truc. Les types sont d'abord hyper suspicieux, et ils essaient de trouver plein d'arguments pour te dire non, mais c'est pas possible. Et en fait, ils en veulent pas de tes infos. Si vous êtes une star de la musique ou du cinéma, que vous n'avez pas un réseau derrière vous, politique ou je ne sais quoi, ou de hauts fonctionnaires, la Bercy va vous tomber dessus et va récupérer l'argent d'évasion fiscale. Par contre, si vous êtes un milliardaire français qui a plein de sociétés en France à l'étranger, on va considérer que quand même vous faites beaucoup de bien pour la France, donc... Parce que là, tu balances, en plus, il y a des noms. Là. À un moment, j'ai vu, il y avait un accord entre un milliardaire américain qui s'appelle Wilbur Ross, qui est secrétaire d'État aujourd'hui de Trump, c'est pour ça que je connaissais son nom, avec un Français qui est Philippe Nguyen, qui était l'ancien boss du Crédit Lyonnais, non, un truc. Oui, aussi, ça a été un des... Et alors, eux, ils défiscalisent à donf, là, aussi. C'est de l'évasion fiscale. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un euphémisme. Je sais bien, maman, je te provoque un peu, mais oui. Tu peux raconter? En fait, c'est une joint venture, un partenariat, on va parler français, partenariat entre ce milliardaire américain qui est maintenant qui travaille pour Trump, donc qui est ministre aux États-Unis, et Philippe Nguyen, qui est un ancien aussi de la Caisse des dépôts, si je me trompe pas. Ils font un partenariat qui me paraît très curieux dès le départ. J'administre le fonds, donc c'est un fonds qui est basé à Jersey avec des investissements qui sont en Europe dans le ferroviaire, le fret ferroviaire. Donc une société qui est allemande et une société qui est suisse. Et les 2 sociétés, en réalité, sont les leaders du fret en Europe. Donc, quelque part, on peut dire que techniquement, il y a bien une sorte de monopole qui est créé via des structures. Quoi. Voilà, oui. Et ça leur rapporte plein d'argent. Et là, c'est pareil, tu dénonces ça, mais à ta connaissance, il n'y a pas eu d'enquête, rien, quoi. Non. Donc, les mecs continuent. Tu mets ça dans un livre,
pas d'informations ouvertes. Et si tu dis ces noms-là, c'est aussi une forme de provocation, quoi, en disant mais qu'est-ce que vous faites, oui, quoi. C'est ce qui transparaît. Qu'est-ce que l'État fait là, voilà. Alors l'État, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est flippant. On voit à quel point la faiblesse des États, leur ignorance par rapport à la fois aux mécaniques que tu décris, et puis par rapport à ces multinationales. La DGSE, finalement, c'est quasi un épiphénomène, où quand tu vois l'attitude de la DNF sur ces questions de fraude et de fiscalité, je parle pas d'autre chose. Quand j'étais dans mes procès en diffamation avec Clearstream, à un moment j'ai dit, mais j'étais jugé par des magistrats dans leur connaissance de la finance internationale, c'était leur livret de caisse d'épargne, quoi. Ouais. Et ben que tu leur parles, t'as l'impression qu'ils comprennent rien. Non, ils comprennent rien, oui. Et après, ils vont pas condamner. Il y a un vrai problème de formation chez ces magistrats. Tu sais pas s'ils comprennent pas pour certains. Je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, et il y en a d'autres. Tu sais pas trop à quel jeu ils jouent, hein, très franchement. Maintenant, je viens sur l'histoire de la justice. Bon, vous avez tous compris l'histoire, c'est pas la peine que je la raconte, si je la raconte quand même. Un jour, ils nous envoient 100 policiers, 10 procureurs pour faire des perquisitions à nos domiciles personnels, c'est-à-dire chez 17 personnes, sur de soi-disant dossiers qui sont des inventions pures et simples. Le premier, c'est une dénonciation d'une femme d'extrême droite qui prétend que mes assistants parlementaires, quand j'étais député européen, travaillaient pas avec moi à la politique, mais faisaient vivre le parti de gauche, dont j'étais le président, qui est une invention pure et simple. Cette femme, elle fait l'objet d'une dénonciation en plainte calomnieuse. Puis deuxième affaire, avec des grosses guillemets, les comptes de campagne. Alors je suis le seul, hein, c'est moi qui ai coûté le moins par électeur, mais je suis le seul à être dans les comptes de campagne, ont été signalés. Et par qui, je vous prie, signalés? Par le type qui présidait la commission des comptes. Laquelle commission des comptes a validé mes comptes. Alors ce gars, le lundi, il valide mes comptes, le mercredi, il me signale. Et qu'est-ce qu'il donne comme argument pour signaler? Qu'il n'a pas les moyens d'enquêter. Mais alors bonhomme, si tu ne peux pas enquêter sur mon compte, tu peux enquêter sur le compte de personne, que vaut les avis que vous avez donnés. Bon, alors là, donc comme vous le savez, le ton est monté le jour de la perquisition. Alors il y a des gens qui me donnent des conseils. Oui, vous auriez dû faire comme ci et comme ça, bien sûr, vous avez tout à fait raison. J'aurais mieux fait de faire comme ci et comme ça. Mais combien parmi ceux qui me donnent des conseils de maintien ont commencé par protester contre le traitement qui nous était infligé, protester contre le fait qu'on nous ait volé nos fichiers, protester contre le fait qu'un gendarme me menace de son arme et qu'on s'étonne que je réponds « la République, c'est moi ». Ça vous étonne que j'ai dit une chose pareille? Ben, je vous la redis. Quand vous avez un type armé qui a un truc tricolore et qui me menace d'une arme, la République, c'est moi. C'est pas lui et son revolver. D'accord? Bon. Alors, traitement indigne, un des policiers jette par terre 2 collaboratrices, il y a des coups de fêlée, etc. L'IGPN passe derrière en disant « tout ça est normal ». Ben, depuis, on sait que c'est normal. À l'époque, on ne croyait pas. On pensait que non, c'était exceptionnel et que ça méritait au moins un rappel à l'ordre. Même pas. Hein. Enfin bref. On passe au tribunal, 2 jours de comédie. Le premier jour, le juge dit la matérialité des faits est avérée, donc ça veut dire tout ce qu'on va se raconter maintenant, flauta, c'est juste pour s'amuser et s'occuper. Donc on a été condamné à des amendes et à des indemnités à donner aux policiers, des indemnités. Et pour des causes graves, l'un a dit qu'il avait été perturbé psychologiquement par nos cris, 7 jours d'arrêt de travail. Un autre qu'il avait eu des cauchemars, alors bien sûr, le Toubib qu'il a analysé, il est gravement perturbé par ailleurs, et ça n'a pas de rapport avec l'affaire. Donc voilà un type qui est gravement perturbé par ailleurs, mais il a un cauchemar après avoir fait cette scène, et c'est moi qui paye. 3 000 €, 2 000 à l'autre, 1 000 à celui-là. Au total, il y en a pour presque 20 000 € à donner à tous ces gens. Et puis, il y a les frais de justice. Alors, à gauche, et dans notre tradition syndicale, associative et tout, toujours, depuis tout le temps, d'une manière ou d'une autre, les amendes sont payées personnellement, parce que vous êtes condamné pour votre comportement personnel, mais tout ce qui est frais de justice et indemnités de toutes sortes pour les gens qui prétendent avoir été molestés, c'est l'organisation qui le prend en charge. C'est le cas dans tous les syndicats. Demandez, vous avez des potes syndicalistes, vous savez bien que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu des précédents qui ont été tranchés par la justice en disant oui, ça on a le droit de le faire. C'est-à-dire vous payez l'amende, mais le reste, non. Voilà. Donc, au mois de mars dernier, sans prévenir personne, 2 types qui ont déjà eu affaire à nous dans l'affaire des perquisitions, qui étaient sur place, d'accord, 2 procureurs relancent
une enquête préliminaire, sans prévenir personne. Nous, on est au courant de rien. Et puis là, il y a les élections municipales. Et puis il y a l'audition de Madame Champrenault, procureur qui a inventé toute cette histoire, d'accord, qui arrive. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bam, ils s'en vont raconter aux journalistes à qui ils donnent toute la... Vous avez des gens qui actionnent contre nous alors que l'affaire est déjà tranchée en droit, à plusieurs reprises, et ils font comme s'ils ne savaient pas. Mais ça permet de mettre du Mélenchon partout et de l'enquête préliminaire. Alors, ce que nous avons fait est absolument légal. Tout le monde le sait. Il suffit d'ouvrir un code pour le savoir. D'accord? D'avoir fait un peu de droit. Même si vous n'avez pas fait de droit, vous pouvez regarder. Nous avons le droit, dès lors que nous payons nos amendes, de faire payer les indemnités et les frais de justice par notre organisation. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors vous avez un gros malin qui est venu en disant « Oui, mais vous avez utilisé de l'argent public. » Ben, pauvre banane, l'argent public, quand il arrive dans la caisse d'un parti politique, ça devient de l'argent privé. Et le gouvernement n'est pas en droit de dire « Nous vous donnons une subvention publique à la condition qu'on puisse surveiller vos comptes. » Parce que la Constitution dit que les partis s'administrent librement. Mais maintenant, je vais vous rassurer, si vous avez peur avec vos impôts de payer les indemnités des insoumis, alors que ça n'a pas l'air de déranger certains avec leurs impôts de donner des dotations à certains partis politiques dont vous n'êtes pas membre et pour qui vous ne votez pas. Hein, ben, ça s'appelle la démocratie, il y en a certains, c'est insupportable pour eux. Bon, ben, je vous rassure, nous recevons beaucoup de dons privés. D'ailleurs, grâce à cette affaire, des gens ont décidé de nous envoyer de l'argent pour nous aider à payer. Alors je dis aux copains, merci. Ça, vous ne savez pas le bien que ça fait. Vous n'avez pas idée du bien que ça fait de voir que les copains comprennent, décryptent, analysent, et ils voient que c'est un sale coup qui nous est fait par une bande d'ex-magistrats qui étaient tous au PS et qui ont tous rallié Macron et qui doivent faire du zèle pour montrer qu'ils lécheront les pompes du nouveau maître comme ils les léchaient à ceux d'avant. Je parle des gens du parquet, parce que c'est eux qui font tout ça. C'est 4-5 personnes maximum qui mettent en route, vous avez peut-être vu à la télé Madame Champrenault, écoutez, on ne comprend rien à ce qu'elle dit, mais écoutez quand même, juste pour voir. Ils vous font des cours de droit, c'est comme Belloubet, avec un air supérieur, vous autres vous occupez d'autre chose, c'est pas votre sujet le droit. Mais même un étudiant de première année, il rigole en écoutant ce genre de baratin. Vous comprenez, ils font ça. Mais sur un ton, vous savez, le droit prévoit que, ouais, ok, c'est écrit dans le livre, pas la peine de nous le réciter. Ah, ils font ça. Madame Belloubet, c'est la championne du monde. On peut lui poser la question qu'on veut, elle ne répond pas. Comme ça, le problème est réglé. Je vais vous dire quand même, moi qui râle tout le temps contre la presse, c'est la première fois qu'on voit dans les médias les gens dire « Ah non, ça fait trop, quoi ». Déjà, l'affaire Fillon, on s'est fait avoir. On croyait que, mais on s'aperçoit que c'était manipulé. Et maintenant, ils ressortent Mélenchon. Pourquoi? Pour savoir comment il a payé ses amendes. J'ai payé avec mon fric. Hein. C'est beaucoup d'argent, hein, même pour moi, 8 000 €. Il ne faut pas croire que ça passe comme ça, parce que, comme il est marqué dans les réseaux sociaux de la fachosphère, il paraît que je suis milliardaire, j'ai des maisons, des chevaux, des voitures, et des revenus absolument incroyables. J'ai rien de tout ça, moi. Hein. Donc, qui s'agit-il? Des procureurs de ce pays et des procureurs du parquet, qui sont... Le parquet, c'est la partie qui est nommée par le pouvoir, qui ont une activité qui est nécessaire. On dit que c'est les avocats de la société. Pourquoi? Parce que leur ligne d'action est tracée par des directives qui sont données par le pouvoir politique. Mais ça, c'est normal que vous disiez, bon, bah, vous êtes le pouvoir politique, moi je suis le pouvoir politique demain, bah, je dirais, écoutez, les délits financiers doivent être poursuivis avec une sévérité particulière. On donne des consignes de cette nature. Il faudra faire, par exemple, moi je dirais, la triche électorale, les fausses procurations, les faux tracts doivent être punis et la loi doit être appliquée avec rigueur. Non, je m'en prends pas aux médias. Je m'en prends à une façon de faire le métier de journaliste. Non, je m'en prends pas à la justice. Je m'en prends à une façon de faire le métier de juge. Non, je ne m'en prends pas à la police. Je m'en prends à une façon de faire leur métier par des policiers. C'est quand même pas si difficile que ça à comprendre. Et notre devoir de citoyen, c'est de persister. Et je ne me tairai pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si on est appelé à gouverner ce pays, on ne se taira pas et on tirera les leçons de tout ça. On en tirera les leçons. La police sera débarrassée de ces éléments d'extrême droite, violents, racistes et sexistes. Elle en sera débarrassée. De la même manière, la justice sera débarrassée des carriéristes qui prennent l'ascenseur express du type de Madame Champrenault, parce que ces gens-là sont
ne peuvent plus faire leur métier correctement. En tout cas, comme nous, on veut qu'il soit fait. C'est-à-dire avec impartialité, mesure, distance. Si nous nous taisons quand nous avons le sentiment qu'une injustice est commise, c'est que nous sommes complices de cette injustice. Si nous nous contentons de dire « Ah, bah, c'est le moindre mal », c'est oublier que le moindre mal, c'est toujours le mal. Et une conscience exigeante, même si elle sait qu'elle ne va pas forcément réussir, mais elle sait que par son pouvoir d'alerte, par la lumière qu'elle jette, elle oblige les comportements à se rectifier. Et elle fortifie la prise de conscience. Voilà. C'est tout ça qui est en jeu dans le moment qu'on vit. Si on aime sa patrie, si on aime son pays, si on croit à des idées comme la justice, l'égalité sociale, la liberté, alors on la défend quand elle est mise en cause. On va dire, mais des fois vous êtes excessif. Ben oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde qui sait qu'il n'est pas excessif. Par exemple, M. Macron, quand il lutte contre la liberté, des fois il n'est même pas élégant, quoi. Il le fait avec une brutalité excessive. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner sur le sens de la responsabilité qu'on a à l'égard de son pays. Mais on n'en est pas là. Là, on en est au point où la lutte a lieu. Et dans la lutte, je suis fier d'être le tribun du peuple. Courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Il faudrait fixer cet âge à 64 ans. Il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. Il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps. Mes bons amis, travailler plus longtemps. On va devoir travailler plus longtemps. Je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies. Cette réforme doit à terme produire des économies. L'objectif n'est pas de faire des économies avec la réforme des retraites. Et donc si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite, la réforme qui fait qu'ils auront 1000 €. Est-il exact, Monsieur le Président, que vous vous êtes déjà engagé à préserver le régime spécial des policiers? Non, nous sommes engagés à rien. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmières, les aides-soignants. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. S'agissant des policiers, ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous. Derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires, bien entendu, conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Si je commence à dire, on garde un régime spécial pour l'un, les routiers qui entrent dans le mouvement pour défendre notamment le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans. Ce congé de fin d'activité sera maintenu. Ça va tomber comme des dominos, hein. Dernière concession en date, celle accordée aux pilotes de ligne. Question non plus d'âge pivot à 64 ans. Ils pourront cesser de voler dès l'âge de 60 ans. Comme des dominos, hein. De nombreuses professions ont obtenu des dérogations et pourront continuer à partir à la retraite plus tôt. Les policiers, les marins-pêcheurs, les chauffeurs routiers, les douaniers, les pompiers, les militaires et maintenant les pilotes de l'air, hôtesses et stewards. À force de concessions, le gouvernement ne serait-il pas en train de refaire nos régimes spéciaux?